bienvenue dans Causerie du soir sur notre chaîne C'est entre nous. Salut. Imaginez un instant une force physique, genre capable par sa seule présence sur le terrain de faire chuter d'environ 20% l'efficacité offensive de toute une ligue pro. Ouais, ça sonne vraiment comme le point de départ d'un mauvais film de science-fiction, on est d'accord? C'est clair. Sauf que c'est pas un film, c'est la réalité clinique que subissent les attaquants adverses chaque soir en ce moment. Et c'est exactement pour ça qu'on est là. Ouais, notre mission aujourd'hui, elle est colossale. On va proposer à notre audience une analyse détaillée, mais vraiment totale et sans concession, de la jeune carrière de Victor Wembanyama. Parce qu'on parle pas juste d'un athlète de haut niveau, là. On observe en temps réel, en fait, un phénomène qui est littéralement en train de fracturer les lois de la géométrie et de la biomécanique d'un sport entier. Carrément. Et pour comprendre cette anomalie, on s'est appuyé sur un corpus documentaire assez incroyable, non? Ah oui, d'une richesse exceptionnelle. On a synthétisé des analyses techniques hyper pointues tirées de magazines comme Sports Illustrated et Air Alamo. Ouais, les références, quoi. Exact. On a aussi couplé ça avec les modélisations de probabilité de BetMGM pour le côté paris sportif et stats purs. Et il y a les données des Jeux Olympiques aussi. Tout à fait, les données brutes et les bilans post-Jeux 2024 fournis par NBC Olympics. Et franchement, le plus croustillant, c'est qu'on a intégré des éléments tirés d'interviews personnelles. Ah, ça c'est essentiel pour piger l'architecture mentale du gars, parce qu'il déconstruit son propre mythe en permanence. Grave. Ok, décortiquons un peu ça. Avant de se noyer dans l'avalanche de statistiques défensives, faut impérativement comprendre l'ADN brut du phénomène. Ouais, c'est Racine. Voilà, on l'appelle souvent l'alien, un terme que LeBron James a rendu célèbre en 2022. C'était bien avant ses débuts en NBA d'ailleurs. Exactement. Et Wembanyama, il kiffe ce surnom. Pour lui, ça valide son envie d'apporter un truc radicalement inédit sur les parquets. C'est sûr que ça claque comme surnom. Sauf que, si on regarde attentivement son héritage génétique et familial, l'étiquette extraterrestre, elle devient presque caduque. En fait, on est face au résultat d'un croisement génétique 100% terrestre et d'une précision chirurgicale. C'est fou quand on y pense. L'arbre généalogique sportif de cette famille, il est fascinant. Le talent brut, il tombe pas du ciel, quoi. Ah non, pas du tout. Sa mère, Élodie de Fautrero, elle était joueuse pro, puis coach. Et c'est elle qui a infusé la compréhension tactique, le QI basket, dès qu'il était gamin. Mais le truc le plus dingue, biomécaniquement parlant, ça vient de son père, Félix Wembanyama. Ah oui, le spécialiste du triple saut. C'est ça, d'origine congolaise, un athlète de très haut niveau. Et si tu transposes les exigences du triple saut sur un terrain de basket, attends, tu te rends compte de ce que ça demande. Une élasticité musculaire hors norme déjà. Ouais, une capacité à absorber et restituer une force monumentale sur une seule jambe. C'est la coordination parfaite de la chaîne cinétique. C'est pas juste courir vite en fait. C'est l'art de maîtriser chaque bout de ton corps dans l'espace. Et le vivier familial s'arrête pas là, hein. Ah bah non, il y a les grands-parents. Le grand-père maternel Michel, il jouait en première division dans les années 60. Tranquille. Et la fratrie suit exactement le même chemin. Sa sœur Ève, elle fait 1,85 m. Ouais. Son frère Oscar culmine à 2,03 m. Et les deux sont à fond dans les circuits de haut niveau. C'est une dinguerie, hein, cette loterie génétique. Son père lui apprenait littéralement la mécanique précise de la foulée. Mais du coup, il y a un paradoxe super saisissant. Lequel ? Le mot alien, ça donne l'illusion d'une magie innée, genre une facilité absolue. Ah, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que cette mythologie extraterrestre, au final, ça masque pas le travail de titan limite ingrat qu'il faut pour qu'un squelette de 2,24 m ne s'effondre pas sous l'intensité d'une saison de 82 matchs? Ah, mais carrément, la réalité biologique derrière ce mythe, elle est brutale, qui sait ? Ouais, j'imagine. Wembanyama, il sait que son propre corps, c'est son pire ennemi potentiel. S'il faisait les protocoles classiques de muscu de la NBA, ceux qui transforment les gamins en montagnes de muscles, ce serait destructeur pour lui. Avec des leviers articulaires aussi longs, ça pèterait direct. Exact. Du coup, il est dans une quête obsessionnelle d'harmonie, comme il dit. L'harmonie du corps, ouais. Il faut stabiliser cette structure immense. Donc il renforce les tendons, il bosse la souplesse des chevilles, la mobilité du bassin, pour éviter que la mécanique lâche. C'est un travail de l'ombre, millimétré, vraiment. Et attends, il y a un détail de son enfance qui explique trop bien son aisance corporelle actuelle. Tu savais que jusqu'à ses 10 ou 11 ans, il était gardien de but au foot? Mais oui. Franchement, c'est l'un des trucs les plus révélateurs de notre dossier. Imagine un peu le gamin, avec cette envergure qui commençait à se développer en train de bloquer les cages. La coordination œil-main, les petits appuis latéraux rapides, la lecture des trajectoires au sol. C'est ça. Tout le jeu de jambes d'un gardien, tu le retrouves aujourd'hui quand il pivote sur le parquet.
Et le pire, c'est qu'il a avoué lui-même qu'il aurait sûrement pu être footballeur pro s'il n'avait pas préféré le basket. Franchement, j'ai aucun mal à le croire. C'est la base absolue de son agilité. La NBA est pleine de géants, mais des mecs avec cette fluidité des hanches. Ouais, cette relance rapide qui vient direct des terrains en herbe, c'est quasi inexistant ailleurs. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette machinerie corporelle terrifiante, elle s'abat avec une violence statistique inouïe sur toute la ligue. Ah, les fameux chiffres de dissuasion. Oui. Nos sources montrent que ça redéfinit complètement le jeu. On parlait de la chute d'efficacité tout à l'heure. Il tourne à 9,1 tirs contestés près du cercle par match. Et l'impact de ça, il est juste dévastateur. Le taux de réussite des adversaires près de l'arceau, il s'effondre à 50%. 50%. Pour un tir près du panier. Ce qui est fascinant ici, c'est l'ampleur de l'anomalie. Habituellement, la raquette, c'est la zone hyper rentable. Bah oui, c'est le tir le plus facile en théorie. Normalement, les mecs tournent autour de 70% de réussite là-dessus. Et lui, il te fait chuter ça à 50. Ouais, en fait, ce que fait Wembanyama, c'est pas juste contrer des ballons. Il détruit mathématiquement le plan de jeu de l'autre équipe. Sa mécanique de contre, elle a aucun sens. 2,44 m d'envergure, plus sa vitesse latérale. Ça crée des vraies illusions d'optique pour l'attaquant. Le gars voit une fenêtre ouverte, il déclenche son tir et bam, l'espace est avalé par les bras de Victor. C'est exactement l'image d'un trou noir posé au milieu de la raquette. Grave, la gravité est complètement distordue. Tout ce qui s'approche est aspiré ou alors repoussé violemment. Et la dynamique bascule à ce moment-là. Au-delà de l'athlétisme, est-ce que c'est pas avant tout une guerre psychologique? Oh, totalement. On voit des attaquants d'élite, des stars quoi, qui refusent d'y aller. Ils modifient leur course, ils prennent des tirs horribles en fuyant le contact, juste parce qu'il est là. L'intimidation est devenue l'arme numéro 1 des Spurs pour cette saison 2025-2026. L'équipe en face capitule dans sa tête avant de franchir la ligne des lancers francs. C'est fou. Et cette espèce d'invulnérabilité défensive, elle a infusé tout le reste du vestiaire texan. C'est ce qui a créé leur nouvelle philosophie, le fameux Screw It. On s'en fout, on y va. Exact, une approche hyper frontale. Et c'est Wembanyama lui-même qui a théorisé ça récemment. L'équipe est super jeune, ils ont aucune expérience des playoffs. Là où normalement les vétérans te mangent tout cru. Voilà. Le schéma classique, ce serait d'encaisser des défaites pendant 3 ou 4 ans pour apprendre, mais lui, il dit non. Il veut tout de suite. C'est ça. On s'en fout du manque d'expérience, on balance les prédictions et on joue chaque possession pour gagner le titre cette année. C'est d'une audace insolente. Une insolence qui vient de leur défense de fer. Ouais. Cela soulève une question importante quand même. Ouais. Parce que cette marche impériale, elle a été rappelée à la réalité de la chair et du sang l'année d'avant. Ah, la blessure. La crise majeure qui a mis l'histoire sur pause. Ouais. En février 2025, juste après l'All-Star Game où il avait retourné le public. Paf, le coup d'arrêt. Et c'était pas une cheville tordue ou un mauvais coup. Non, c'est ça qui est dingue. C'était une alerte vasculaire super sournoise. Flippant même. Il avait une fatigue anormale, le staff a fait des tests et le diagnostic est tombé, une thrombose veineuse profonde. Un caillot sanguin dans l'épaule droite. Exactement. Heureusement, la prise en charge rapide des Spurs a isolé le truc, aucune propagation dangereuse. Heureusement pour sa vie déjà. Mais sur le plan sportif, la sentence était claire, fin de saison immédiate. Le retentissement sur la ligue a été énorme. Au moment de l'annonce, le gars tournait à 3,8 contres par match. Une domination totale. Le trophée de défenseur de l'année, le DPOY, il était pour lui. Ça aurait été un exploit historique vu son âge. Et au final, Evan Mobley a récupéré le trophée. Frustration maximale. Comment on réagit quand on se fait voler un trophée par la génétique ou la fatalité médicale? Eh bien, regarde les stats de sa saison de retour en 2026. La réponse est là. Il est revenu avec encore plus la dalle. BetMGM lui donne une cote de moins 5000 pour le DPOY cette année. Moins 5000. C'est stratosphérique. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude des paris, ça veut dire que les probabilités estiment ses chances à plus de 98%. Ouais. 3,1 contre, 9,4 rebonds défensifs en moyenne. Il n'y a même plus de suspense sur le parquet. La seule vraie menace, la petite épée de Damoclès, c'est le règlement de la NBA. Les fameux 65 matchs obligatoires. Voilà, vous jouez 65 matchs pour être éligible au trophée. Et le seuil d'autolérance est super fin. Il a déjà loupé 15 matchs réguliers. Même avec la finale de la NBA Cup qui compte, il peut encore en rater que 3. 3 petites absences. Une grippe de 4 jours et c'est fini pour le trophée. C'est super stressant. Et puis, dans l'ombre de ce suspense administratif, il y a un mec qui attend le moindre faux pas. Chet Holmgren. Le pivot du Thunder. Impossible de pas parler de lui. Le parallèle est tellement évident. 2 gars super élancés, des gardiens de raquettes qui peuvent traverser le terrain en dribblant pour lâcher un 3 points à 8 mètres.
Et la confrontation a pris une autre ampleur parce que Holmgren, il a gagné le championnat avec le Thunder en 2025. Pendant que Wembanyama était spectateur à cause de son caillot. Holmgren a soulevé le trophée, il a vécu la pression des finales, Et pourtant, devant les micros, Wembanyama verrouille tout. toujours très pro. Il a balancé une phrase hyper froide pour tuer le récit des médias. D'un point de vue basket, il n'y a pas de comparaison. Bam. Et les stats bruts lui donnent raison, en fait. Le Français est à 22,8 points, 11 rebonds et 3,6 contre. Contre les 16 points et les 7 rebonds de l'Américain, ouais. 16,6 points, 7,9 rebonds et 2,1 contre pour Holmgren, pour être précise. Tu sais quoi? Attends, je vais devoir marquer un désaccord profond avec la façon dont Wembanyama se présente là-dessus. Ah bon? Ouais. La froideur mathématique, le détachement tout poli devant les caméras, j'y crois pas une seule seconde. Tu penses qu'il bouillonne à l'intérieur? C'est un tueur à gages, ce mec. C'est un compétiteur clinique programmé pour annihiler la concurrence. Voir Holmgren enlacer le trophée Larry O'Brien l'année dernière, ça a forcément été une intrusion insupportable dans son calendrier d'ascension. C'est pas faux. Il peut nier la rivalité, nier l'animosité, mais quand tu vois l'intensité de malade qu'il met quand les Spurs jouent le Thunder cette saison, ça trahit une vraie réalité émotionnelle. Il s'en sert de cette rivalité. Compartimenter ses émotions, c'est la base du sport de très haut niveau, tu me diras. Ouais, Tu utilises le succès de l'autre comme carburant dans les vestiaires, mais tu refuses de lui donner la satisfaction d'être considéré publiquement comme ton égal. exactement. Pas de validation publique. Mais si Wembanyama gère si bien cette tempête sans devenir aigri, c'est parce qu'il a d'autres fondations, des trucs bien plus profonds qu'une guéguerre de NBA. Tu penses à l'équipe de France, ouais? Absolument, son point d'ancrage le plus puissant, c'est son pays. Ah, les JO de Paris 2024, le pic de pression à domicile. L'image de lui en larmes sur le parquet après la victoire étouffante en demi-finale contre l'Allemagne. Les champions du monde en titre en plus. Ouais, l'émotion brute. Et juste après, avant de jouer Team USA en finale, Ah là là, cette déclaration. un discours martial. Il a dit texto qu'il était prêt à verser du sang, ou au moins la moitié de son sang, pour ramener l'or à la France. C'était épique. Et les actes ont suivi. Il a fini les JO comme meilleur marqueur de l'équipe de France et co-leader aux contres et aux interceptions. C'est un patriotisme chevillé au corps. Ça prouve que son ego, il n'est pas juste nourri par le championnat américain, il a une vraie conscience de sa responsabilité historique. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Franchement, Allez, dis-moi. on a un titan physique, une mentalité de tueur, une fierté nationale brûlante, mais quand tu regardes ce qu'il fait en dehors du basket, tu tombes sur un mec à des années-lumière des clichés du jeune millionnaire en roue libre. Ah oui, le fameux cocon. Les médias l'ont interrogé sur le fait qu'il sortait pas en boîte de nuit, pas de soirée mondaine, pas d'excès. Sa réponse, elle est glaçante de maturité. Pourquoi ferais-je tout ça? Je n'ai rien à compenser. Rien à compenser. C'est l'attitude d'un moine érudit qui serait enfermé dans une arme de destruction massive tactique, en fait. Si on relie ça à une perspective plus globale, cette imperméabilité aux sirènes de la NBA, c'est sa survie. Comment ça? Le calendrier de la Ligue, c'est un broyeur psychologique. Les vols, la pression, les matchs tous les 2 jours, ça fait craquer plein de jeunes talents. C'est vrai que le rythme est infernal. Wembanyama, lui, s'est construit une forteresse mentale. Ses sas de décompression sont hyper introspectifs. Ouais, il dessine énormément. Il fait même des petits croquis machinalement pendant les interviews. Il lit systématiquement avant de dormir, il écrit beaucoup pour structurer sa pensée, il joue à des jeux de société. Et le contenu de son univers culturel, c'est génial. Il est à fond dans les fresques épiques. Le côté nerd, ouais. L'univers étendu de Star Wars, avec une vraie préférence pour la revanche des Sith, attention. Bon choix. L'architecture politique de Game of Thrones, la brutalité scénaristique de l'attaque des Titans. Et il écoute beaucoup de rap français. Des textes très ciselés comme ceux d'Alpha One ou les classiques de Booba. Exact. Il kiffe aussi The Cave, un vieux jeu vidéo d'aventure narratif. C'est l'esprit le plus curieux du monde. Et cette curiosité, ce besoin de profondeur, ça a matché parfaitement avec son entraîneur Greg Popovich. La légende. Wembanyama l'appelle ouvertement son Yoda du basket. Ah, ça lui va bien. L'analogie est brillante. Popovich est connu pour forcer ses joueurs à avoir une curiosité intellectuelle au-delà du parquet. C'est hyper rare en NBA. Dans un monde où tu es souvent réduit à tes muscles, avoir un mentor qui protège ta complexité psy, c'est une bénédiction. Wembanyama théorise lui-même que le cerveau sature, que la concentration s'évapore et que le repos intellectuel est aussi vital que de s'étirer les ischios. Avoir conscience de ses limites nerveuses à 20 ans, c'est fou pour un gars qui semble ne pas en avoir sur le terrain. Pour synthétiser tout ça, on est face à une anomalie parfaite. C'est la convergence de plein de facteurs. L'exploitation scientifique d'un gène explosif. Ouais, couplée à une préparation corporelle hyper originale.
La résilience hallucinante pour revenir d'une thrombose en pulvérisant les stats. Et cette hygiène mentale de Spartiate avec la science-fiction et l'introspection pour pas se faire bouffer par le capitalisme du sport US. Exactement. Il garde les pieds sur terre alors qu'il touche le ciel. C'est ce qui fait la force de tous ces éléments mis bout à bout. Et franchement, ça nous amène à une réflexion finale pour ceux qui nous écoutent. Ouais. Si un seul joueur aujourd'hui a le pouvoir d'interdire l'accès à la raquette et de redéfinir la notion de tir ouvert, comment la NBA va réagir sur le long terme? Bonne question. Dans les 5 ou 10 prochaines années, est-ce qu'on va pas voir les recruteurs chercher des profils morphologiques complètement différents? Genre des athlètes créés et draftés uniquement pour contrer ce truc-là. Tu penses à des mutations tactiques? Le but, ça sera de trouver l'antidote à l'effet alien. On assiste potentiellement aux premières heures d'une mutation darwinienne du basket mondial forcée par un seul être humain. C'est vertigineux. Ça donne le vertige, ouais. Il est super important de garder cet esprit curieux quand l'histoire s'écrit sous nos yeux. Merci de nous avoir suivis. Fin de notre discussion.